Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Jacques Mété. Une chose est sûre, Annie Mété n'en pouvait plus de Jacques, son ex-mari. Pendant des années, elle a subi son comportement agressif et ses remarques blessantes, et ça a continué même après leur divorce. Alors, lorsque Jacques est retrouvé assassiné au fond de la Méditerranée, en ce jour d'octobre 2010, les soupçons se portent tout naturellement sur Annie. A-t-elle planifié et organisé le meurtre de son ex-mari? S'agit-il d'un accident sur fond de violence conjugale? Que va décider le jury de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Automne 2010. Une tempête secoue la Méditerranée au large de Marseille. Pendant plusieurs jours, la mer est déchaînée, rendant la navigation dangereuse. Ce jour-là, le 4 octobre, un pêcheur profite d'un moment d'accalmie pour une sortie en mer. Mais à 18h, alors qu'il est sur le point de rejoindre la calanque de Marseille-Vert, à la pointe de la cité phocéenne, il fait une découverte effroyable. Ce 4 octobre 2010, un plaisancier qui est sur son Zodiac, Mireille Rodet, avocat des parties civiles, va voir flotter ce qu'il croit être d'abord un tronc d'arbre. Et en s'approchant, là, il se rend compte que c'est pas vraiment un tronc d'arbre, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers, mais véritablement un corps humain qui flotte dans l'eau, dans cette eau des Calanques à Marseille. Un corps humain entre deux eaux à moins de 150 mètres du rivage. Le pêcheur, pris de panique, alerte les secours. Aussitôt, les marins-pompiers de Marseille se rendent sur place. Et il faut faire vite car la nuit commence à tomber. Le premier maître, Patrice, est le chef de l'embarcation et il supervise les opérations. Avec la vedette, on se place près de la personne. Donc on voit ce corps qui gît en fait sur le ventre. On voit pas les bras. On voit un dos apparemment nu, la face est plongée vers les profondeurs, et on voit 2 pieds qui dépassent. Mais les pompiers sont intrigués. Le corps semble retenu sous l'eau. Donc je décide de mettre les plongeurs à l'eau pour constater ce qu'il en est, et ils me donnent leur premier avis sur la situation en fait. Patrice, premier maître au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Donc la personne est poignée liée par une chaînette en métal. À chaque poignet, on constate qu'il y a un cadenas qui est verrouillé. La chaînette est accrochée à des cordages type bateau qu'on peut rencontrer sur des voiliers, et amarrée au fond avec une ancre. Pour les plongeurs, c'est la surprise. La victime est lestée d'une ancre marine coincée dans la roche à 8 mètres de profondeur. Il fait déjà presque nuit lorsque les marins-pompiers parviennent à hisser le corps à bord. Et ils font leur première constatation. On a été assez surpris de voir l'état du corps dans lequel il se trouvait à ce moment-là. Ce qu'ils ont repêché, Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. c'est une momie. Pourquoi c'est une momie? Parce que la tête de cet homme est enrubannée de scotch avec, en plus, un sac poubelle sur la tête. On a quand même affaire à une scène un peu d'horreur, hein. Cet homme emmitouflé dont le visage est scotché et saucissonné par du scotch et du plastique, ses mains attachées, ce corps en état de putréfaction un petit peu déjà avancé, à demi habillé. On est quand même, on dirait, le début d'un roman noir américain. Un corps momifié, des mains entravées par une chaîne, une mise en scène qui fait froid dans le dos.
Comment expliquer cette macabre découverte dans les Calanques ? La police judiciaire de Marseille prend le dossier en main et elle commence par examiner le corps. Il s'agit d'un homme de petite taille et de faible corpulence. Mais les policiers se heurtent à un premier problème, l'identification de la victime. La police judiciaire va essayer de déterminer si on peut trouver l'identité de l'inconnu de la Calanque. Malheureusement, il n'y a aucun élément sur lui qui permette d'identifier ce corps. Pas de pièce d'identité, pas de gourmette, rien. Donc on est véritablement face à une énigme à caractère un peu maritime, ce qui est assez surprenant dans cette histoire. Mais qui peut bien être cette mystérieuse victime ? Les policiers ne vont pas tarder à le découvrir. Ils consultent leurs fichiers. On va le passer, comme on dit en termes policiers, au piano. C'est-à-dire, on va lui faire les paluches. Les paluches, ce sont les doigts, ce sont les empreintes digitales. Et ils vont effectivement passer donc les empreintes digitales de cet homme dans les fichiers. Et là, bingo. Il s'appelle Jacques Mété. Il a 66 ans et il vit à Meyreuil, près d'Aix-en-Provence. Il est père de famille, marié à Annie depuis 17 ans. Aussitôt, les policiers se rendent chez sa femme pour lui annoncer la terrible nouvelle. Ils vont dans cette villa et ils tombent sur Madame Mété, l'épouse du disparu. Annie Mété, il faut la décrire, c'est une femme qui a un certain chien, qui est une belle femme, une belle chevelure, et qui en impose un peu. Ils vont donc l'informer des circonstances extrêmement tragiques et très mystérieuses du décès de son époux. Annie Mété est dévastée. Il faut se mettre à la place de Annie Mété, des enfants qu'ils ont eu ensemble, se dire que le père de famille, le patriarche, soit retrouvé dans de telles circonstances, plongé dans l'eau, c'est quand même le choc pour toute cette famille. Annie doit maintenant affronter une nouvelle épreuve, annoncer le drame à la famille de Jacques. Elle contacte sa sœur, Annie Bellepomme. Elle aussi est bouleversée. C'est une épreuve pour tout le monde. Pour mes nièces, pour les enfants, pour tout le monde. C'est pas mérité, c'est pas juste. C'est pas pour ça. Annie Bellepomme, sœur de la victime. Que quelqu'un arrive à faire une chose pareille, c'est impensable. C'est absolument barbare, révoltant, inimaginable qu'on ait pu lui faire une chose pareille. C'est quelqu'un qui s'est acharné sur lui, quelqu'un qui est sans cœur, quelqu'un qui est froid, déterminé. C'est horrible, horrible. Pour la famille, ce meurtre est totalement inexplicable. Les enquêteurs se penchent alors sur la vie du couple. Et Annie va leur livrer un premier élément intéressant. Une fois, la première émotion passée, Annie Mété va leur expliquer qu'ils se sont séparés depuis 5 ans. Effectivement, elle a une domiciliation à Meyreuil. Jean-Pierre Cabane, avocat des parties civiles. Mais en fait, il n'y vit pas. Après 15 ans de vie commune, Annie explique que le couple s'est séparé d'un commun accord en 2005, tout en gardant de bonnes relations. Puis, Jacques a décidé de changer de vie. Il bénéficie d'une retraite confortable en tant qu'ancien cadre à la Banque de France. Alors il s'est installé à Minorque dans les Baléares, où il possède un bateau, le Percé. Les enquêteurs se demandent pourquoi Jacques, qui vit désormais en Espagne, a-t-il été retrouvé au large de Marseille. Pour tenter de le savoir, les policiers se plongent dans le parcours de cet homme. Qui pourrait bien lui en vouloir ?
À écouter ses proches, Jacques était apprécié de tous. Physiquement, c'est un petit bonhomme, hein. Il fait 1m50 ou 1m60 et il fait 50 kilos, quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un... Richard Bessonnet, ami de la victime. Un coup de vent, il tombe par terre, le pauvre Jacques. Mais il est tellement sympathique, et puis surtout tellement généreux. Jacques, c'est un personnage haut en couleur, séducteur. On peut le comparer à la dégaine de Belmondo. Les enquêteurs s'intéressent alors à sa vie sentimentale. Et elle a été un peu agitée. Jacques a du succès avec les femmes. Il a eu beaucoup d'aventures avant de rencontrer Annie, il y a maintenant 22 ans. Une belle femme de 31 ans à l'époque, qui élève seule son petit garçon. L'histoire de Annie Mettet et de Jacques, c'est un peu l'histoire de monsieur et madame tout le monde d'aujourd'hui. Ils ont eu chacun des unions plus jeunes, ils se sont séparés. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Puis un jour, c'est un peu comme un conte de fées, ils se rencontrent dans les couloirs de la Banque de France à Paris, où ils sont tous les deux à des postes importants, et c'est un peu le coup de foudre. Assez rapidement, il y a quelque chose qui se passe entre eux, quelque chose d'un peu indicible. Très vite, Annie tombe enceinte et en 1994, le couple se marie. Il donne naissance à un deuxième petit garçon. La famille nage dans le bonheur. Puis il quitte Paris et s'installe dans le sud de la France pour se rapprocher de la mer et naviguer aussi souvent que possible. C'est là que Jacques achète son voilier, le Percé. Jacques Mettet aime la voile. Il aime la mer, il aime voyager. Mireille Rodet, avocat des parties civiles. Ça lui donne cette sensation de liberté. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Et il va donner ce goût de la voile d'abord à ses enfants, mais aussi à Annie Mettet qui va acheter elle-même un bateau à Bandol. Avec son profil d'aventurier séducteur, Jacques a tout pour plaire. Mais en poursuivant leur enquête, les policiers découvrent la face cachée de la victime. Jacques Mettet, il est Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. maniaco-dépressif. Il est bipolaire, c'est un peu un coup Jean qui rit, un Jean qui pleure. Il a des montées dont ses proches décrivent ses états comme il se sent un petit peu le maître du monde, et puis des états de prostration où il est complètement mutique. Pour son entourage et particulièrement pour son épouse, c'est un caractère très très difficile à supporter. Au terme de cette enquête de personnalité, les policiers font face à une personne au double visage. D'un côté, un grand charmeur, de l'autre, un homme très colérique, et ces sautes d'humeur ont eu raison du couple. Annie et Jacques se séparent. Son trouble bipolaire aurait-il pu lui attirer des ennuis ? Une hypothèse confirmée par différents témoignages. Jacques Mettet, il avait une sorte de surnom, on l'appelait Jacques la Grande Gueule. Faut imaginer un type de 66 ans qui fume comme un pompier, qui boit malheureusement comme un trou. Des fois, ça se passe mal parce qu'il est un peu imbibé et ça se termine par des bagarres. Le portrait qui se dessine en creux quand même au terme de ces investigations, c'est celui quand même de quelqu'un d'imprévisible, d'un peu impulsif, qui avait des accès de colère et qui pouvait être capable de tout. Donc on peut imaginer qu'il était capable du pire et qu'il ait mis les pieds là où il fallait pas. Donc on est dans cette hypothèse du règlement de compte. Jacques, mêlé à une bagarre qui dégénère, une possibilité qui correspondrait à son comportement lunatique. Un élément supplémentaire vient d'ailleurs conforter cette hypothèse. Les enquêteurs consultent son casier judiciaire. Donc on découvre que cet homme, cette victime, a déjà été condamné il y a quelques années. Il était plus ou moins impliqué dans une sombre histoire de cocktail Molotov jeté devant un bar. Une altercation qui a valu à Jacques 2 mois de détention en 1995. Son passé un peu agité
aurait-il pu le rattraper au point d'être impliqué dans des affaires plus graves? La manière dont Jacques Mété a été tué pourrait ressembler aux méthodes du grand banditisme marseillais. 10 jours après le drame, les médecins légistes publient leur rapport d'autopsie. D'après celui-ci, Jacques a été tué entre le 25 et le 27 septembre, soit une semaine avant la découverte de son corps. Mais surtout, les légistes affirment que le meurtre a été particulièrement barbare. Par ailleurs, Jacques n'a pas d'eau dans les poumons, cela signifie que son assassin l'a tué avant de le jeter à la mer. Le médecin légiste est très clair. Il s'agit d'une mort par asphyxie. A priori, l'asphyxie est liée à la position du scotch. On va se rendre compte qu'il y a plusieurs couches. D'abord, un scotch qui a été placé sur tout le visage. Sous ce scotch, un sac plastique. Et sous ce sac plastique, un autre scotch qui obture les voies respiratoires. En fait, la mise en scène, cet homme bâillonné qu'on retrouve dans l'eau, on n'est pas loin des scénarios qui sont privilégiés dans la pègre, et notamment dans la pègre marseillaise. L'hypothèse d'un règlement de compte se confirme. Un journal local titre sur la découverte du corps, l'histoire de Jacques Mété qui aurait été victime d'une bande mafieuse passionne la presse. L'affaire prend une nouvelle dimension. Tous les journaux en parlent. Tous les journaux, je regarde sur Internet, je vois tout ça. Il y a quelque chose de très important dans cette histoire, c'est le lieu de la découverte du corps. On est dans les Calanques, on est au large, on n'est pas loin d'un endroit qui s'appelle le Cap Canaille, qui est assez connu pour soit servir de lieu pour les suicides où les gens se jettent à la mer, mais qui est aussi connu comme étant une sorte de cimetière marin du grand banditisme marseillais en fait. C'est connu, hein. Dans tout Marseille, on sait que cette calanque, c'est là où ils jettent les cadavres. Annie Bellepomme, sœur de la victime. C'est vrai que l'hypothèse, c'est vraiment une histoire, oui, de meurtre par la mafia. C'est l'hypothèse principale. On imagine à ce moment-là que cela pourrait être une sorte de crime symbolique. On l'aurait puni en quelque sorte en lui mettant du scotch sur la tête, peut-être parce qu'il avait parlé. Ces assassins auraient tenté de faire disparaître le corps en le lestant d'une encre. Des méthodes qui semblent désigner la pègre marseillaise. Pour la sœur de Jacques, c'est une piste plausible. Jacques dépensait sans compter et il avait toujours des problèmes d'argent. Il jouait en bourse et il a perdu tout son argent. Est-ce qu'il n'aurait pas contracté des dettes auprès de gens peu recommandables dans les milieux ou dans les sphères de la pègre? Un homme comme Jacques Mété qui a des problèmes financiers, un homme comme lui qui est un marin, qui a un voilier de 11 mètres, ça peut avoir un intérêt pour le grand banditisme. Je me dis, il a dû transporter de la drogue dans son bateau, il s'est fait arrêter par la mafia, qui l'ont balancé à l'eau. La sœur de Jacques en est alors convaincue, son frère a été impliqué dans une sombre histoire de trafic de drogue qui aurait mal tourné. La psychose s'empare de toute la famille. Le jour de son enterrement, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. il y a certains membres de la famille de Jacques Mété qui hésitent à aller à ses obsèques en imaginant qu'il y aura peut-être des tueurs qui seraient sur place et qui auraient déjà éliminé Jacques. Donc on est dans cette sorte de paranoïa familiale où on se dit que Jacques Mété a mis les pieds peut-être là où il fallait pas. Autour de moi, les gens parlent. Un de mes neveux demande à sa femme de ne pas aller à l'enterrement parce qu'il a peur. Et même moi, j'ai peur. Je veux dire, ils vont venir à Paris, ils vont me tuer. Enfin, je pense à tout ça. Les proches n'en démordent pas, la pègre serait dans le coup. Ceux qui ont tué Jacques Mété pourraient aussi s'en prendre à sa famille. Mais les enquêteurs, eux, sont moins convaincus par cette hypothèse. Car un détail cloche dans la façon dont Jacques a été tué. Ils sont en effet intrigués par la corde qui le rattachait à l'ancre marine, une corde beaucoup trop longue.
Et ça, c'est assez étrange parce que si vraiment c'était un crime de professionnel, Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. on aurait dû, j'allais dire, faire une corde plus courte, de façon à ce que le cadavre, c'est un détail un peu sordide, mais ne remonte jamais à la surface. Ce n'est pas une façon, passez-moi la formule, professionnelle de faire. Ça fait un crime d'amateur de quelqu'un qui, a priori, n'appartient pas à la mafia. Cette hypothèse est donc abandonnée. Les enquêteurs travaillent discrètement sur une autre piste qui leur paraît plus convaincante. Une piste qui les conduit à Minorque. Deux semaines après la découverte du corps, Annie Metté, l'épouse de Jacques, leur fait part d'une information étonnante. Jacques lui aurait confié qu'il faisait l'objet de menaces de mort aux Baléares et il semblait terrorisé. Des menaces survenues 6 mois avant sa mort. Voilà ce qu'il aurait expliqué à Annie sur l'origine du litige. Il y a quelques mois, on est en plein hiver, il a un problème avec son bateau qui est posté aux Baléares. Jacques était en phase dépressive Mireille Rodet, avocat des parties civiles. et il ne s'occupait plus de son bateau, il restait enfermé dans son studio. Son bateau était au mouillage, donc il n'était pas au port. Richard Bessonnet, ami de la victime. Il était sur ancre. Ce qui veut dire que quand il y a un coup de vent, le bateau peut déraper et soit partir plus loin, soit s'échouer. Jacques reste cloîtré chez lui pendant près de 6 mois, sans se soucier de l'état de son bateau. Mais sur le port, le salarié d'une entreprise nautique s'inquiète de voir ce voilier laissé à l'abandon. Alors, pour éviter qu'il ne dérive et endommage les bateaux voisins, l'homme s'en occupe et il vérifie son ancrage toutes les semaines. Et cet homme, tout naturellement, va aller voir Jacques Mettet après, pour lui dire « Excusez-moi, mais je me suis occupé de votre voilier, le Percé, donc il faudrait que vous me donniez de l'argent pour ce que j'ai fait. » Et Jacques Mettet le prend très mal. Et Jacques avait refusé de payer. C'est à partir de ce moment-là que l'affaire s'accélère. Le salarié insiste, en vain, alors il traîne Jacques devant les tribunaux et il obtient gain de cause. Le Français est condamné à lui verser la somme de 2200 €. Jacques était un peu rebelle, il avait décidé qu'il ne paierait pas cette facture et il ne voulait pas la payer. Les mois passent et Jacques ne cède pas. L'été arrive, il reprend ses habitudes sur le port et il n'imagine pas que la situation puisse dégénérer. Un jour, ils se sont croisés dans un bar Jean-Pierre Cabane, avocat des parties civiles. et ils en sont venus à s'injurier réciproquement, peut-être à échanger quelques orions. Et ça tourne au pugilat. Les deux hommes en viennent aux mains et on profère des insultes, des menaces. D'après le témoignage d'Annie, cet homme l'avait menacé de mort dans un lieu public en lui faisant un signe comme quoi il allait se débarrasser de lui. Et donc, pour les policiers, ça devient véritablement la piste centrale de cette enquête. Problème d'argent, ce monsieur est en colère, il va voir Jacques Mettet, l'affaire tourne mal et il le tue. Les policiers tiennent leur suspect numéro 1. Son profil pourrait correspondre au tueur qu'ils recherchent. Cet homme est un marin, il aurait donc pu facilement se débarrasser de Jacques en mer. Et surtout, il aurait un mobile pour l'éliminer. La vengeance. Les enquêteurs s'envolent pour les Baléares. Sur place, ils ne parviennent pas à trouver leur suspect, alors ils commencent par chercher des indices qui pourraient le relier au crime. Donc on va d'abord dans l'appartement loué par Jacques Mettet. Une fouille assez sommaire permet assez vite aux policiers de comprendre qu'on n'y trouvera rien. Pas la moindre trace de lutte ni d'effraction chez Jacques Mettet. Les policiers inspectent également son bateau, mais là non plus, rien n'a bougé. Au bout de 2 jours, ils mettent enfin la main sur leur suspect et ils l'interrogent.
On va auditionner bien évidemment le salarié de cette société nautique qui s'est bagarré avec Jacques Mettet et on va se rendre compte qu'il y a eu effectivement une bagarre, une altercation. Donc on vérifie ses déplacements. Est-ce qu'il a quitté le territoire pendant la période qui correspond à la période du crime? Selon l'autopsie, la mort de Jacques est survenue entre le 25 et le 27 septembre. Les policiers demandent donc aux marins où il se trouvait à cette période. Ce suspect va immédiatement disparaître car l'homme en question a un alibi en béton. Il ne peut pas être présent au moment du crime, c'est-à-dire au moment où on a tué Jacques Mettet. L'homme est en effet resté à son domicile et il a des témoins pour le confirmer. Pour la police, la piste de Minorque s'arrête brutalement ici. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Alors ils repartent à zéro en passant au crible l'emploi du temps de la dernière journée de Jacques. Un détail aurait-il pu leur échapper ce jour-là? « 4 mois après la découverte du corps, les policiers veulent savoir comment Jacques Mettet a disparu. En reprenant leur enquête à zéro, ils constatent que la dernière personne à l'avoir vu vivant, c'est son ex-femme, Annie. Elle raconte que fin septembre, il est venu passer quelques jours à Marseille, et là, elle donne aux policiers une information clé. À la fin de son séjour, le lundi 27 septembre, le jour présumé de sa disparition, elle l'aurait raccompagné à l'aéroport de Marignane prendre un vol pour Minorque. Mais ensuite, il s'est volatilisé, on ne l'a plus revu, ni aux Baléares, ni à Marseille. A-t-il seulement quitté la France? Les policiers vérifient les départs prévus pour Minorque ce jour-là, et là, l'enquête bascule. Ils font toutes les compagnies aériennes. Ils regardent toutes les réservations. On va se rendre compte que ce 27 septembre, il n'y a eu aucun vol pour l'Espagne. Et là, j'allais dire, ils sont abasourdis. Pourquoi? Jacques Mettet, ce jour-là, n'a jamais pris un appareil pour aller rejoindre les Baléares. C'est un véritable rebondissement. Aucun vol en partance pour l'Espagne le 27 septembre, et Jacques n'est enregistré sur aucun autre départ ce jour-là. Alors, pourquoi se serait-il rendu à l'aéroport? Les enquêteurs s'interrogent. Mireille Rodet, avocat des parties civiles. Soit Jacques Mettet a effectivement été déposé à l'aéroport et il a rebroussé chemin pour une raison qu'on ignore encore aujourd'hui, soit c'est Annie Mettet qui ment. Jacques Mettet ne s'est jamais envolé pour Minorque ce jour-là. Aurait-il menti à son épouse? Ou bien Annie cache-t-elle quelque chose? Les enquêteurs remontent encore dans l'emploi du temps de Jacques et d'Annie et ils font de nouvelles découvertes. Et on va apprendre qu'ils continuent à se voir. Ils se voient régulièrement, à chaque vacances. Ils se téléphonent tous les jours, voire plusieurs fois par jour. On sent que cette relation maintient un lien entre eux qui est des deux côtés. Elle a toujours été amoureuse de cet homme. Olivier Lantelme, avocat de la défense. Qui reste l'homme de sa vie, qui reste le père de ses enfants. En fait, il y a quelque chose de l'ordre du charnel entre eux qui a subsisté dans leur histoire. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et donc, ils sont très unis. C'est-à-dire, quand ils se voient, ils ont des relations sexuelles. C'est devenu presque un rituel pour eux. On sent qu'elle est très, très attachée à son mari et qu'il y a quelque chose au-delà de la séparation qui les unit pour le meilleur et pour le pire. Les enquêteurs apprennent que le couple est resté beaucoup plus proche qu'ils ne le pensaient. Annie est toujours amoureuse de Jacques et elle ne le cache pas aux enquêteurs. En fait, véritablement, Annie Mettet est éplorée depuis la disparition brutale de son mari, qu'elle s'en ouvre beaucoup à son entourage, à ses enfants. Elle va jusqu'à crier sa douleur et supplier qu'on retrouve ce criminel qui a enlevé la vie à l'homme qu'elle a toujours aimé.
Au fil des auditions, Annie Mettet apparaît ainsi comme une femme inconsolable. L'hypothèse d'une séparation difficile qui aurait pu être à l'origine du drame ne tient plus. Les enquêteurs piétinent, quand subitement l'affaire rebondit. La banque de Jacques Mettet alerte la police judiciaire. Alors que Jacques est mort depuis fin septembre, son agence continue de recevoir des ordres de virement de sa part. Des sommes comprises entre 150 et 1650 euros. Qui est l'auteur de ces transferts ? Contre toute attente, Annie revient au cœur de l'affaire. Après le décès de Jacques Mettet, il va y avoir des demandes de virement sur le compte d'Annie qui sont faites de la boîte mail de Jacques Mettet directement à sa banque. Elle va avoir des relations avec la banque. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. En signant, en imitant la signature de son mari. Pourquoi cette femme, sachant que son homme est mort, assassiné, se fait passer pour lui pour obtenir un virement ou du moins des fonds auprès de sa banque ? C'est quelque chose qui pose vraiment question dans l'esprit des enquêteurs. Et leur découverte ne s'arrête pas là. Les policiers remarquent qu'Annie est en train de dilapider le compte de Jacques. On s'aperçoit qu'elle utilise l'argent de Jacques Mettet, qu'elle utilise la carte bancaire de Jacques Mettet. Jean-Pierre Cabane, avocat des parties civiles. Alors, je crois qu'elle s'est acheté des parfums assez chers, des marques prestigieuses. Je crois qu'elle s'est acheté quelques vêtements, notamment de cuir, me semble-t-il. Et là, évidemment, on s'interroge sérieusement sur le comportement d'Annie Mettet. Annie Mettet dépense sans compter l'argent de Jacques en usurpant son identité. La veuve éplorée est maintenant dans le collimateur des enquêteurs. Mais ils n'ont pas de preuves solides pour l'arrêter. Alors ils surveillent ses comptes et ils la placent sur écoute téléphonique. Les semaines passent, ce dispositif ne donne rien. C'est un témoin inattendu qui va débloquer toute l'enquête. Le 29 avril 2011, 7 mois après la mort de Jacques, l'affaire prend un tournant décisif lorsqu'un homme contacte la police judiciaire de Marseille. Et il fait une révélation fracassante. Plusieurs mois après la découverte du corps, ils vont recevoir un appel téléphonique d'un homme. Ayant vu un article dans la presse où on parlait de la mort de Jacques Mettet, de l'enquête judiciaire, s'est rendu compte qu'il avait peut-être mis le doigt sur quelque chose d'intéressant pour les enquêteurs. L'article évoque la mort tragique de Jacques Mettet et mentionne son voilier, le Percé. Le témoin fait le rapprochement avec un événement survenu quelques mois plus tôt. Sur un site, il est réservé à la vente de bateaux de plaisance, il a vu une annonce, celle d'un voilier de 11 mètres, le Percé, le fameux bateau de Jacques Mettet, mis en vente à 32 000 euros. Le potentiel acheteur va prendre contact et il va y avoir des échanges sur les caractéristiques du bateau. Il y a eu une sorte de début de négociation qui s'est engagé. Les enquêteurs décortiquent les mails et ils découvrent une information de taille. Toute cette négociation se déroule un jour où, on le sait maintenant, Jacques était déjà mort. Mais le truc qui, laisse pantois les enquêteurs, c'est la date de la vente, ou du moins la date de la proposition de vente. C'est le 26 septembre. Ce plaisancier s'est quand même souvenu que tout ça était arrivé précisément dans la période où personne ne savait que Jacques Mettet était mort. Autrement dit, Annie Mettet a mis en vente le bateau de son époux à la date précisément de sa mort. D'ailleurs, un des mails découverts par les enquêteurs est sans ambiguïté. Annie évoque clairement la mort de son mari alors que son corps n'a pas encore été retrouvé. Et voici ce qu'elle écrit à l'acheteur potentiel du bateau,
Nous avons de graves ennuis familiaux relatifs à la fin probablement proche de mon époux. Ça interpelle effectivement encore plus les enquêteurs qui commencent à avoir des soupçons très sérieux sur Annie Mettet. Cette révélation fait basculer l'enquête. Annie Mettet devient la principale suspecte, avec pour mobile l'argent. Mais une question se pose. Comment aurait-elle pu faire disparaître le corps en mer ? Les enquêteurs découvrent qu'Annie dispose elle-même d'un bateau amarré au port de Bandol. Ils décident d'aller immédiatement le perquisitionner. Et là, ils vont découvrir quand même quelques éléments intéressants. La première chose, c'est que les bouts qui sont sur ce bateau... Mireille Rodet, avocat des parties civiles. ...sont exactement les mêmes que ceux qui ont servi à attacher les mains de Jacques Mettet. La ressemblance est pour le moins frappante. La corde est de couleur rouge, comme celle qui reliait Jacques à l'ancre. Elle est effilochée à l'extrémité. Les enquêteurs mettent bout à bout les deux morceaux et ça matche. Il s'agit de la même corde. Ils font aussi d'autres découvertes. Ça va être presque une pêche miraculeuse d'indices, on pourrait dire. Pourquoi ? Parce que dans ce bateau, ils vont retrouver des cadenas. Des cadenas de même type que celui qui avait été utilisé, rappelez-vous, pour avoir attaché les poignets de Jacques Mettet. Bizarre. On saisit aussi un trousseau de clés avec des clés de cadenas, des petites clés qu'on va envoyer au laboratoire pour comparaison, évidemment, avec ce qui a été retrouvé sur le corps. Et là, surprise. Le labo démontre que ce sont bien ces clés-là qui vont avec ce cadenas et que c'est bien la même corde que celle qui attachait Jacques Mettet. La perquisition a payé et elle accable Annie Mettet. Et ça n'est pas tout. Lors de l'autopsie, les experts ont relevé une trace ADN sur le scotch et cet ADN a parlé. Tout d'un coup, une espèce de preuve massue arrive dans ce dossier. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et la preuve massue, c'est une empreinte que l'on va retrouver sur le scotch, sur le visage de Jacques Mettet. Et cette empreinte, c'est celle d'Annie Mettet. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. Annie Mettet est impliquée dans le meurtre de son mari. Elle va devoir s'expliquer. Tout semble l'incriminer. La suite de l'enquête s'annonce pourtant beaucoup plus incertaine que prévu et révèle de nouvelles surprises. 8 mois après la mort de Jacques, le 17 mai 2011, les policiers interpellent Annie et la placent en garde à vue. Voilà, tout nier, tout contester. Annie Mettet confirme, dès ses premières auditions, qu'elle a ramené Jacques Mettet à l'aéroport et qu'après elle ignore tout. Les enquêteurs comprennent que ce ne sera pas facile de la faire craquer. Annie Mettet garde son sang-froid. Face aux enquêteurs, elle ne se démonte pas. Alors, ils adoptent une stratégie tout en douceur. Pour les enquêteurs, on n'a pas affaire à un personnage classique. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Annie Mettet, elle vient pas des bas-fonds de la cité phocéenne, elle vient un peu des beaux quartiers. Et donc, ils vont pas la prendre de manière frontale. Ils savent que c'est une femme posée, et une femme, si c'est elle, qui a menti pendant des mois et des mois. Donc il ne s'agit pas de l'installer, de lui demander « Bonjour madame, voulez-vous un café ? Est-ce que c'est vous qui avez tué votre mari ?» Pas du tout. Plutôt que de rester sur les éléments matériels, ils vont plutôt faire glisser l'audition sur sa vie intime avec Jacques, son histoire d'amour. Et peut-être que c'est là qu'ils trouveront la faille, et peut-être que c'est là que Annie Mettet va finir par craquer, ou du moins avancer vers la vérité. Progressivement, les policiers resserrent leurs questions autour des derniers jours qu'elle a passés avec Jacques avant sa disparition tragique. Et elle raconte qu'elle a rendez-vous avec Jacques, qu'ils se rejoignent sur son catamaran. Ils vont aller faire quelques courses.
Ensuite, ils vont passer du temps à lire, à écouter de la musique. Jacques, comme il en avait l'habitude aussi, aurait commencé à boire plus que de raison. Et elle raconte que ils font l'amour. Et donc après ces relations sexuelles, Jacques Mété s'endort. Annie Mété redoute les excès de Jacques lorsqu'il est ivre. Elle raconte qu'elle profite qu'il se soit endormi pour jeter toutes les bouteilles d'alcool à la mer. À partir de là, la soirée vire au cauchemar. Et à un moment, l'interrogatoire bascule. Elle explique aux enquêteurs que Jacques va se mettre dans une colère folle. Au réveil, il ne supporte pas qu'elle ait pris cette initiative. Et il lui demande même, d'une certaine manière, puisque t'as jeté les bouteilles par-dessus bord, je demande en compensation un acte sexuel. Annie Mété refuse et Jacques serait entré dans une rage incontrôlable. Jacques Mété se met à hurler sur Annie Mété et il l'insulte, il la traite de tous les noms, des termes extrêmement orduriers. Il y a dans les insanités, dans ses mots à lui, dans sa violence verbale, Olivier Lantelme, avocat de la défense. des choses extrêmement obscènes, dégradantes, humiliantes. Il se serait alors rué sur elle pour tenter de l'étrangler. Sentant sa vie en danger, elle se défend. Elle va, en se défendant, Mireille Rodet, avocat des parties civiles. le faire tomber à terre. Elle explique qu'elle réussit à l'immobiliser avec un genou sur son corps. Et qu'à un moment précis, lui essayant toujours de l'étrangler, elle aurait plaqué les 2 mains sur le nez et la bouche. En apposant ses mains sur ses voies respiratoires, elle étouffe ses paroles, elle étouffe ses mots, elle étouffe des insanités qu'elle ne peut plus entendre, jusqu'à ce qu'elle prenne conscience que qu'il ne bouge plus et qu'il est mort. Annie Mété vient d'avouer le meurtre de son mari. Pour les enquêteurs, c'est l'aboutissement d'une enquête qui a duré 8 mois. Mais ils n'en ont pas terminé. Ils ne sont pas convaincus par les explications d'Annie. Si c'est un accident, ils s'étonnent notamment qu'Annie n'ait pas averti les secours après le drame. Mais elle a une explication. Elle leur dit tout simplement avoir paniqué. C'est pour cela qu'elle se serait d'abord enfuie, laissant le corps de son mari sur le bateau, avant de retourner chez elle. Le lendemain, elle reviendra dans le bateau de tous les malheurs, et ne supportant pas de voir le visage de l'accusateur de Jacques, elle décidera de l'envelopper. Et donc c'est pour ne plus voir ce regard qu'elle a décidé de bâillonner avec du scotch sur plusieurs couches le visage de son mari. Et puis, petit à petit, comme elle le dira aux enquêteurs, une idée va germer. Elle va décider d'offrir à Jacques Mété une sépulture marine. 6 jours après son crime, elle revient sur le catamaran pour se débarrasser du cadavre. Le vendredi 1er octobre, elle prend le large, elle leste le corps de son mari d'une ancre et elle le jette à la mer. Les aveux d'Annie Mété font l'effet d'une bombe au sein de la famille. Je suis horrifiée. Horrifiée. Horrifiée qu'on puisse faire une chose pareille. Je comprends même pas. Annie Bellepomme, sœur de la victime. Et la façon dont elle nous a joué la comédie aussi. Parce que c'est une comédienne extraordinaire. L'enterrement, les pleurs, ça témoigne d'une perversité inimaginable. Pour moi, c'est une meurtrière de sang-froid. Pour la sœur de Jacques, cette mise en scène macabre et ces mensonges pendant 8 mois sont bien les preuves qu'Annie voulait se débarrasser de son mari. Mais voilà, Annie Mété affirme qu'elle était en état de légitime défense. Et pour le prouver, elle leur raconte la face cachée de 15 années de mariage avec Jacques. Alors Annie Mété, pour justifier Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. l'inexcusable,
va raconter aux enquêteurs que depuis des années, elle a tout connu. Elle a été le jouet d'un bourreau domestique. Elle expose notamment une scène, elle relate une scène où elle se réfugie avec les enfants dans une chambre que lui découpe à coups de hache jusqu'à ce qu'il sorte par la fenêtre pour fuir sa violence. Donc le tableau qu'elle dessine de sa vie conjugale, de ses années passées auprès de son mari, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est quelque chose qui est décrit un peu comme un enfer et qu'Annie Mettet a supporté à peu près tout jusqu'à sa séparation 4 ans plus tôt. Et ce soir-là, sur le bateau, ces années de calvaire ont ressurgi. La dispute est violente, mais elle affirme ne pas avoir voulu la mort de son mari. À l'issue de sa garde à vue, le 17 mai 2011, elle est emprisonnée au Baumette, à Marseille, dans l'attente de son procès. Annie Mettet est en détention, mais l'enquête continue. Les policiers ne sont pas convaincus par sa version. Ils pointent des zones d'ombre, à commencer par les violences conjugales. Le couple vivait séparé à 2000 km l'un de l'autre. Alors il s'étonne qu'Annie Mettet n'ait pas gardé ses distances avec son mari, si celui-ci lui faisait vivre un enfer, comme elle l'affirme. Pourquoi aurait-elle décidé de s'enfermer dans ce huis clos, dans ce petit catamaran avec son mari pendant un week-end entier, sachant qu'il avait des crises régulières et qu'elle aurait pu être la victime de ces crises? Je trouve ça incompréhensible. Elle a soi-disant peur de lui, c'est une victime, c'est une femme battue, et elle l'invite à un repas en amoureux sur son bateau. Là, il y a une contradiction encore énorme. Je pense que ce n'était pas une victime. D'autant plus que Jacques, en septembre 2010, est très diminué, car il souffrait d'un cancer du poumon. Et pour les enquêteurs, contrairement à ce que dit Annie, il n'était pas en état de l'agresser. Alors, la dispute ne me paraît pas cohérente parce que la façon dont elle la rapporte Jean-Pierre Cabane, avocat des parties civiles. ne me semble pas correspondre à une réalité physique. Je vois pas comment un petit bonhomme d'1m60 qui fait 50 kilos, qui est à moitié malade, qui était soufflé, etc., Richard Bessonnet, ami de la victime. puisse étrangler une femme qui est beaucoup plus costaud, qui fait du sport. Il faut quand même pas charrier, quoi. C'est pas Rambo, hein. Pour les policiers, Jacques n'avait pas la force de s'en prendre physiquement à Annie. Elle affirme avoir tué par accident, mais son comportement après le crime intrigue les enquêteurs, car ils découvrent que, juste après le drame, Annie n'a pas vraiment l'air traumatisée. Elle vient de tuer son mari, et au lieu d'être complètement bouleversée, atterrée, épouvantée de ce qu'elle vient de faire, elle envoie un mail pornographique à un de ses amants où elle se décrit comme une petite panthère qui attend quelqu'un pour faire l'amour et donc ça démontre l'absence de remords. Quelle est donc cette femme, cette cruauté? C'est quoi? Elle vient de tuer son mari, elle pense déjà à faire l'amour avec quelqu'un d'autre. C'est impensable. Si c'est vraiment un accident, on ne cherche pas durant cette période à contacter un amant. Ça fait un petit côté veuve joyeuse, ou plutôt quelqu'un qui est manipulateur, qui met tout en place et qui en fait un double discours en fait. Annie Mettet est accusée de meurtre. Elle risque la perpétuité. Mais elle a une chance de s'en sortir si elle convainc les jurés qu'elle a agi en état de légitime défense. Dans ce cas-là, elle encourt moins de 15 ans. Alors est-elle une femme battue qui s'est libérée de son bourreau ou une meurtrière de sang-froid? C'est tout l'enjeu du procès. Le 22 mai 2018, 8 ans après la mort de Jacques, Annie Mettet est jugée aux assises d'Aix-en-Provence. Après 18 mois de détention préventive, elle comparaît libre, mais tout le monde ignore de quel côté la balance de la justice penchera. Elle arrive libre devant la cour d'assises et bien évidemment, on est tous les deux habités de peur. Olivier Lantelme, avocat de la défense. Parce qu'on sait qu'une cour d'assises supporte déjà des parfums de prison.
et que l'accusation sans concession risque de demander une peine lourde. Pour la défense, les débats s'annoncent difficiles. L'avocat doit briser son image de meurtrière machiavélique. Et pour cela, il mise tout sur les violences conjugales qu'aurait subies Annie. Et il présente à la cour des preuves de son calvaire, des photos qui attestent de la folie de Jacques. Et elle raconte des épisodes totalement ahurissants, comme quoi il se serait servi d'une tronçonneuse, il faut imaginer, d'une tronçonneuse pour justement la menacer. On a des portes qui sont fracassées et éventrées à coups de tronçonneuse et de hache. Et annoté d'inscriptions d'insanité. Des photos impressionnantes de portes ravagées, mais suffiront-elles à convaincre les jurés? La défense enfonce le clou. Elle fait citer les 3 enfants du couple. Ils ont aujourd'hui 23, 28 et 32 ans. Et ce qu'ils révèlent sidère la salle d'audience. Un des enfants va commencer son témoignage par honorer la mémoire de son père, en expliquant qu'il était à ce point cultivé, lettré, qu'il aurait voulu devenir l'homme qu'il était. Et ce même enfant va venir expliquer au juge, c'est la seconde partie de son témoignage, que les éclaircies étaient trop rares. Et les 3 enfants nous ont décrit l'enfer. Ils ont vu leur père utiliser une cravache. Ils entendaient siffler d'ailleurs la cravache, qu'ils ont été frappés, que leur père était malade, que leur père était capable de tout. C'est un véritable rebondissement. La cour retient son souffle. Les enfants confirment les violences exercées par Jacques. Et j'ai fini ma plaidoirie avec des mots empruntés à l'un des enfants. Quand la mère atterrit derrière les murs au Baumette, Olivier Lantelme, avocat de la défense. Elle écrit à chacun de ses 3 gosses pour leur demander pardon. L'un des enfants va lui répondre la chose suivante. C'est avec ces mots qui traduisent toute l'ampleur du drame. Maman, je n'ai rien à te pardonner. C'est mon père qui doit, d'où qu'il soit, regretter ce qui est son fait. Non, maman, je t'aime toujours autant. Qui pourrait te blâmer d'avoir été le jouet de la folie d'un homme brisé? Je crois que on a là toute l'ampleur du drame. Mais les avocats de la famille ne se laissent pas attendrir. Quand bien même Jacques aurait pu se montrer violent, pour eux, il n'y a aucun doute, Annie n'a pas agi en état de légitime défense, et ils en veulent pour preuve le rapport d'autopsie. Les experts, ils disent 2 choses. Jean-Pierre Cabane, avocat des parties civiles. Ils disent que la scène qu'elle raconte, au cours de laquelle elle aurait entraîné une mort par suffocation, par étouffement, en obturant ses voies respiratoires par sa main, c'est invraisemblable. Il n'est pas possible d'étouffer quelqu'un juste avec une main. Mireille Rodet, avocat des parties civiles. Parce que vous avez des mouvements de la tête qui fait que vous allez tourner la tête et pouvoir respirer. Ils disent que c'est le ruban adhésif qui a été placé sciemment. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Sur la bouche et sur le nez de Jacques Métais, qui a provoqué l'asphyxie, la cause de la mort. Pour l'avocate générale, la thèse du meurtre accidentel n'est pas crédible. Malgré les témoignages des enfants, elle réclame 22 ans de réclusion criminelle. Le jury se retire alors pour délibérer. Moins de 4 heures plus tard, les jurés condamnent Annie Mété pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une sentence qui crée la stupéfaction générale. On va arriver à une situation qui est un verdict un peu surréaliste. Elle va être condamnée à 5 ans de réclusion. La mère et les enfants sont tombés dans les bras les uns des autres et
Ils étaient tous en pleurs. Olivier Lantelme, avocat de la défense. Soulagés de savoir que la justice avait rétabli une vérité et que la justice les avait entendus. Le fait que les enfants de l'accusé aient défilé à la barre pour défendre leur mère, je pense que c'est ça qui a fait basculer ce procès. Contre toute attente, la thèse de la mort par accident l'a donc emporté. Pour la famille de Jacques, le verdict est un coup dur. 5 ans, c'est une façon de dire non. Mireille Rodet, avocat des parties civiles. On ne reconnaît pas ce que vous nous avez dit, on ne reconnaît pas cette froideur, on ne reconnaît pas tout ça. Elle a enlevé un père à ses filles, un père à ses fils, Annie Bellepomme, sœur de la victime. un frère à sa sœur. Et bien sûr qu'il n'était pas parfait, mon frère, mais on n'a pas le droit de faire ça à quelqu'un. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Vous écoutez Chronique criminelle par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Laurent Baca. Les vieilles maisons cachent parfois des secrets macabres. C'est ce que vont découvrir les enquêteurs de la région de Toulouse. D'un côté, Edith Scaravetti, une mère de famille sans histoire. De l'autre, son compagnon Laurent Baca, un homme au passé trouble. D'ailleurs, est-ce pour cela qu'il a mystérieusement disparu sans laisser de traces? Les gendarmes vont le rechercher dans toute la région. Et pourtant, il n'était pas loin du tout même. Voici une nouvelle enquête de Chronique criminelle, une affaire à glacer le sang. Toulouse, au cœur de l'été 2014. À quelques kilomètres à peine de la célèbre place du Capitole, le quartier de Saint-Simon, une zone pavillonnaire à l'ouest de la ville. C'est ici que vivent Edith Scaravetti et son compagnon Laurent Baca. Laurent Baca et Edith Scaravetti habitent une maison qui est assez singulière. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Qui n'a pas une couleur habituelle, qui est un petit peu d'une couleur, on va dire, rose ou ocre, et qui se distingue un petit peu des autres habitations aux alentours. C'est une belle maison. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Qui se trouve au chemin Tucot. Le chemin Tucot, c'est un peu la limite de Toulouse. Le couple habite dans ce joli pavillon depuis 10 ans. Une maison de 2 étages que Laurent a entièrement rénovée avec un jardin où la famille organise régulièrement des barbecues avec des amis. Un couple sans histoire en somme et très apprécié de tous. Laurent Baca, c'est une représentation du bon gars toulousain, un peu jovial, toujours sympathique. Edith, c'est une jolie brune. C'est une belle femme assez fine. C'est une femme qu'on remarquait dans la rue. Et je pense que Laurent Baca, qui lui, un petit côté espagnol, un peu, très brun. Je pense qu'il était très fier d'être en couple avec Edith Scaravetti. Edith a 27 ans. Elle n'en avait que 17 lorsqu'elle a rencontré Laurent. Lui en avait 10 de plus. C'était son premier amour, mais elle a su tout de suite que c'était le bon. Donc elle était très jeune, c'était son premier homme,
C'était sa première aventure sentimentale. Ils sont amoureux. Jennifer Baca, sœur de Laurent Baca. Ils rigolent, ils plaisantent ensemble. Un couple de jeunes amoureux. C'était un couple qui avait l'air heureux. Martine Baca, mère de Laurent Baca. Qui était normal, ils s'embrassaient souvent, ils se tenaient dans les bras l'un de l'autre. Ils étaient amoureux fous. Le clan Baca, la famille de Laurent, adopte rapidement Edith Scaravetti comme l'une des leurs. Edith, quand je l'ai reçue comme une fille. Mes autres enfants l'ont reçue comme une sœur. On l'a aimée de suite. Elle était très timide en arrivant ici. Et petit à petit, elle s'est libérée. Mais toujours gentille, jamais un mot plus haut que l'autre. Entre Laurent et Edith, l'amour se concrétise très vite. En 4 ans, ils voient leur famille s'agrandir. 3 enfants, une vie de couple épanouie. Pour Edith Scaravetti, tout semble aller pour le mieux, d'autant qu'elle est également très appréciée dans son travail. En fait, Edith, elle n'a pas fait d'études et elle travaille en tant qu'aide ménagère, aide malade en fait. Elle intervient chez des personnes âgées, elle les aide, elle fait un peu de ménage, quelques courses. C'est une personne dont la caractéristique, c'est le dévouement. Seule ombre au tableau du jeune couple toulousain, Laurent, lui, a du mal à trouver un emploi stable. Fait un peu d'intérim à droite à gauche, des petits boulots. C'est vrai qu'il a travaillé énormément en pizzeria avec un pote à lui. Ensuite, il a travaillé, il a monté des cuisines. Il a fait aussi du service en salle en restauration. C'est un touche-à-tout. Il fait un petit peu tous les métiers. Et il n'a pas réussi vraiment à avoir une vie un peu stable. Donc, d'une certaine manière, il vit des moments un peu difficiles et compliqués dans cette période de trentenaire. Malgré ces difficultés matérielles, le couple reste soudé et rien ne vient perturber un quotidien tranquille, jusqu'à ce 5 août 2014 où leur vie va brutalement basculer. Edith, Laurent et leurs enfants habitent à 2 pas de chez les parents de Laurent. Alors ce soir-là, comme ils le font régulièrement, ils se rendent chez eux pour dîner. Ils sont partis tous les 5 à 20h30, donc, ce soir-là. Je leur ai dû au revoir comme d'habitude, le bisou, je les ai raccompagnés au portail, j'ai attendu qu'ils s'en aillent en voiture. Le lendemain, le mercredi 6 août, Martine Baca, la maman de Laurent, appelle son fils au téléphone, comme tous les jours. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose d'anormal. À 10h du matin, j'ai dit, je vais appeler à la maison. Le portable a sonné, le portable à Laurent. Il y a eu personne qui a décroché. Et là, dans la foulée, il y a Edith qui rappelle, et je lui demande, est-ce que Laurent est à côté de toi? Est-ce que tu peux me le passer? Elle m'a dit, ah ben non, désolé. Elle me dit, il est parti aider un copain. Elle m'a dit, il a oublié son portable. Et là où il est, je sais pas avec qui il est, on ne peut pas le joindre. J'ai dit, bon, ben ok, c'est pas grave, je rappellerai ce soir. Le soir venu, Laurent ne répond toujours pas. Et surtout, il ne rentre pas de la nuit. Mais Edith, sa femme, n'est pas inquiète. D'après elle, il est chez ce copain. Le lendemain, donc, rebelote. Là, c'est ma fille qui appelle pour avoir son frère. Même réponse, il est parti aider un copain, on ne peut pas le joindre. Et quand je dis ça donc à mes frères et ma mère, ils me disent que c'est pas normal, ça va faire 2-3 jours qu'elle dit la même chose à tout le monde. Le temps passe et Laurent, il revient pas. Et ce copain, c'est qui? C'est quoi cette histoire? Cela fait maintenant 2 jours que Laurent a disparu. Le clan Baca commence à s'inquiéter sérieusement, car Laurent a un lien très fort avec sa famille. Il ne se passait pas une journée sans qu'il contacte ses proches. Il faut comprendre que Laurent Baca, il est très famille. Laurent, c'est quelqu'un qui... Sandrine Confet, amie d'enfance de Laurent Baca. Dès qu'il partait même de chez lui, le premier truc qu'il faisait, il appelait sa mère. Moi, j'ai une relation avec notre fils Laurent très fusionnelle. Donc,
Je suppose qu'il ne serait jamais resté, j'en suis même convaincue, sans nous donner un petit signe d'un air de dire « vous inquiétez pas, je suis vivant, je vais bien ». Voilà. Et là, ça n'a pas été le cas. C'est ce qui nous a vraiment inquiétés. 72 heures sans aucune nouvelle, un départ totalement improvisé, avec un mystérieux copain que personne ne connaît, la panique commence à gagner la famille de Laurent. D'autant que le trentenaire toulousain a disparu sans prendre ni son téléphone portable, ni sa voiture. Laurent Baca, c'est pas un gros courageux, c'est pas un marcheur. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Pour faire 100 mètres, il prend sa voiture. Et la voiture, elle est là. Elle n'a pas bougé, la voiture. Puis mon frère sans son téléphone et sans voiture, c'est pas possible, quoi. Là, nous, on commence à s'affoler quand même. On disparaît pas de chez soi sans rien prendre. Voilà. Ni carte bleue, ni portefeuille, ni affaires de toilette, ni vêtements de rechange, voilà. Martine Baca, mère de Laurent Baca. Donc là, c'est vraiment l'incertitude totale, c'est le flou, c'est l'angoisse, c'est tout, quoi. La famille de Laurent échafaude toutes les hypothèses. Il ne croit pas à cette histoire de coup de main donné à un copain que personne ne connaît. Il se retourne donc vers la dernière personne à l'avoir vue avant son départ, sa femme, Edith. Car ils sont persuadés qu'elle leur cache quelque chose. Pressée de questions, elle va finir par avouer qu'elle voulait protéger son mari et leur donne une toute autre version. Edith Scarabetti va livrer sorte de lourd secret qu'elle aurait gardé par devers elle. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Elle va dire « je vous ai pas dit complètement la vérité. En fait, Laurent n'est pas parti avec un ami. » Puis elle nous raconte que, soi-disant, dans la nuit du 5 au 6 août, il l'aurait réveillé à 3 heures du matin, énervé, en lui disant qu'il partait faire un go fast. Qu'est-ce que c'est qu'un go fast? Go fast, ça veut dire aller vite, c'est-à-dire récupérer des tonnes ou des kilos de cannabis en provenance du Maghreb depuis le sud de l'Espagne et remonter en direction de Paris à une vitesse incroyable de 200 km/h. Ça se passe souvent avec des convois en pleine nuit. La famille tombe des nues. Edith leur raconte qu'en fait, Laurent est impliqué dans un très gros trafic de drogue et que l'affaire a dû mal tourner car il aurait dû revenir au bout de 3 jours. La jeune femme n'aurait rien dit pour le protéger. Mais maintenant, la famille ne lui laisse pas le choix. Il faut alerter la police. 5 jours après la disparition de Laurent, Edith se rend au commissariat de Toulouse. Les enquêteurs se saisissent immédiatement de cette histoire de go fast qui aurait mal tourné. Les policiers commencent par fouiller le passé de Laurent Baca. Et selon eux, il a le profil. Il pourrait être mêlé à un trafic de stupéfiants. La piste du go fast sera examinée avec sérieux puisque nous savons que Laurent Baca était consommateur effréné de cannabis et occasionnellement de cocaïne. Laurent Boguet, avocat de la défense. Et les investigations qui sont menées permettent de considérer qu'il a un lien avec le milieu de la toxicomanie. Et puis, il a été aussi condamné, attrapé, interpellé dans le cadre d'un trafic ou de la consommation de drogue. Alors, est-ce que tout ça peut expliquer sa disparition? Est-ce qu'il s'est retrouvé dans une histoire un peu compliquée? Pourquoi pas? Ça fait partie des hypothèses sur lesquelles les policiers vont travailler. La piste semble vraiment sérieuse, d'autant que les enquêteurs vont être confortés dans leurs convictions par Edith elle-même. Le lendemain, elle leur livre en effet une preuve supplémentaire de l'implication de son mari dans un trafic. Elle a retrouvé à son domicile une enveloppe sur laquelle il y a un numéro de téléphone, et ce numéro de téléphone, c'est celui d'un certain Néné. Néné, c'est le dealer de Laurent Baca qui, c'est vrai, parfois, quand il allait pas très bien, consommait du cannabis ou de la cocaïne. Et elle dit, voilà, le contact, l'ami avec qui est parti Laurent Baca, c'est lui. Peut-être que c'est là la clé de l'énigme. Peut-être que finalement Laurent Baca s'est lancé dans ce trafic de drogue
Et il a eu un problème. Les enquêteurs sont convaincus que la disparition de Laurent est liée au milieu de la drogue. Alors ils déploient les grands moyens pour tenter de retrouver Néné, son revendeur. 2 jours plus tard, tout s'accélère. Le dealer est interpellé et il se met à table. Et il va expliquer tout simplement tout ça en disant voilà, moi c'est vrai, je suis en quelque sorte le dealer de Laurent Baca, mais jamais je n'ai envisagé avec lui de monter un go-fast, ce n'est pas vrai, c'est totalement faux. Néné dément formellement avoir organisé un go-fast et selon lui, Laurent est totalement incapable de l'avoir fait de son côté. Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs décident d'en savoir plus sur la personnalité du disparu. Alors ils auditionnent toute la famille. Pour moi, c'était improbable. De toute façon, installé dans la vie comme il était, je vois pas pourquoi il aurait pris le risque d'aller faire un go-fast. Martine Baca, mère de Laurent Baca. Au risque d'être arrêté et de partir en prison. Pour moi, c'est impensable. Non. Il serait pas parti loin de ses enfants. Sandrine Confet, amie d'enfance de Laurent Baca. Ça, c'est pas possible. Ni loin de sa famille. Impensable. Les enquêteurs apprennent aussi que Laurent, qui ne vivait que de petits boulots, était en passe de réaliser son rêve, travaillait dans le milieu de l'aviation. Il avait en plus entamé une reconversion dans l'aéronautique, avec mon aide, en fait, pour faire une nouvelle formation en aéronautique, pour commencer une nouvelle vie, en fait, professionnelle. Ça faisait un petit moment qu'il en parlait, et cette fois-ci, voilà, ça a commencé à se concrétiser. Et donc, Laurent Baca, le touche-à-tout, l'intérimaire, le livreur, le maçon, il va avoir enfin un travail stable chez Airbus. Pourquoi se lancer à ce moment-là dans un trafic international de drogue? Ça n'a pas de sens. Finalement, pour les enquêteurs, aucun élément ne prouve que Laurent aurait pu participer à un go-fast. Un dernier détail achève d'ailleurs de les convaincre. Laurent avait un problème au niveau des yeux, c'est-à-dire que il avait une perte de visibilité. Il était daltonien aussi. Et Laurent Baca ne peut pas conduire de nuit. Donc ça semble complètement abracadabrantesque de se lancer dans une histoire de trafic de nuit, je veux dire à 200 km/h sur une autoroute. Pour les enquêteurs, cette piste ne tient plus. Il n'en reste pas moins que cette disparition est très inquiétante car cela fait maintenant 10 jours que Laurent s'est volatilisé. Quelque chose de grave lui est forcément arrivé. À Toulouse, les policiers s'intéressent cette fois aux circonstances de la disparition de Laurent et à ce qu'il aurait pu faire après son départ du domicile conjugal. On fait le classique réquisition autour de ses comptes bancaires, aucun mouvement. Son portable, on sait qu'il est resté là. On regarde un peu les coups de fil qu'il a passés. Il n'y a rien de particulier. Là, ça coince et là, il faut comprendre ce qui se passe. Personne n'a vu ou entendu parler de Laurent Baca depuis le 6 août 2014. Voilà ce qui intrigue les enquêteurs. Laurent n'a laissé aucune trace derrière lui. La famille Baca, très inquiète, ne veut pas rester inactive. Alors elle enquête de son côté pour trouver une piste. On dépose des avis de recherche, on crée une page Facebook, on lance un numéro d'appel aussi. Jennifer Baca, sœur de Laurent Baca. Je vais même jusqu'en Espagne, dans les commissariats, dans les hôpitaux, au bord des frontières, de la frontière espagnole, et on attend. Et j'ai parlé avec Jennifer et j'ai dit, j'ai peur du pire. Je sens au fond de moi qu'il est arrivé quelque chose de grave à Laurent. On imagine tout. Est-ce qu'il s'est pas suicidé? Est-ce qu'il a pas été kidnappé? Est-ce que il a décidé peut-être aussi de partir sans donner de nouvelles? À la mort, on y pense toujours, au décès. On y pense. Qu'on le veuille ou non, il n'y a que deux solutions. Ou il est en vie ou il est mort. Voilà. D'ailleurs, une nuit, je devais rêver. Et pendant mon sommeil, je rêvais et je me suis réveillée en larmes. Et dans mon rêve, Laurent m'appelait au secours, mais d'une force pas croyable.
Il m'a appelé au secours. Et je me suis réveillée en pleurant. Et là, si vous voulez, je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Martine est désespérée. Du côté des policiers, l'enquête piétine. Côté familial, l'annonce sur les réseaux sociaux ne donne rien. Alors les Baca passent à la vitesse supérieure. La famille décide d'alerter la presse. Ils parviennent à attirer l'attention du journal régional La Dépêche du Midi. Un journaliste veut écrire un article. Et pour l'illustrer, il a besoin d'une photo. Les Baca veulent un cliché qui les montre unis. Ils ne vont pas hésiter à s'afficher dans la presse. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. En disant « Aidez-nous à retrouver cet homme ». Ils vont donc faire publier une photo à la fois de Laurent Baca et une photo sur laquelle on voit l'intégralité de la famille. L'intégralité, sauf une personne, Edith Scaravetti. Et c'est à ce moment-là où une distance va commencer Pierre Lebonjour, avocat de la famille de Laurent Baca. à se créer entre Madame Scaravetti et la famille Baca. Edith Scaravetti n'a jusqu'ici jamais manqué une réunion de famille. Les Baca s'interrogent. Pourquoi n'est-elle pas venue avec eux pour être présente sur la photo? Ils réalisent que depuis la disparition, son comportement a changé. Elle n'est pas dans l'action, elle ne participe pas à tout ça, et on a l'impression qu'elle participe pas à l'inquiétude de tout le monde. Alors, ce qui étonne un petit peu la famille Baca, c'est que Edith ne semble pas spécialement inquiète de l'absence de son conjoint. Ça devrait être elle qui devrait aller ouvrir et taper à toutes les portes. Je vous rappelle, il y a 3 enfants dans le couple, 3 jeunes enfants, qui tous les jours doivent lui demander « Maman, il est où papa? Quand est-ce qu'il revient ?» L'attitude d'Edith, je pense, a été très surréaliste à ce moment-là, pendant cette fameuse disparition. Très surréaliste. Pour la famille, Edith n'est pas assez impliquée. Jennifer, sa belle-sœur, est la première surprise par cette attitude. Edith et elle n'ont a priori aucun secret l'une pour l'autre. Mais là, le contact semble rompu. Elle change. Plus les jours passent, plus elle change. C'est-à-dire que au début, elle continue à venir régulièrement comme elle faisait avec Laurent et les enfants. Et puis, si là, on l'appelait pas pour lui dire « ça fait un petit moment que t'es pas passé, tu viens », elle donnait pas trop de nouvelles, quoi. Alors la famille commence à se demander si Edith ne serait pas liée d'une manière ou d'une autre à la disparition de Laurent. On avait fait le tour des hypothèses et c'était la dernière personne à l'avoir vue. Donc, on s'est dit, elle le cherche pas, donc c'est qu'elle sait où il est. Donc, c'est qu'elle cache quelque chose. Pour Jennifer, Edith en sait plus qu'elle ne veut bien le dire. Sa conviction est si forte qu'elle décide d'aller en faire part à la police. Elle se rend au commissariat, mais comme elle ne dispose d'aucun élément matériel pour étayer ses convictions, ses déclarations ne débouchent sur aucune piste. L'enquête est au point mort. Mais un mois après la disparition de Laurent, un nouveau témoignage va enfin relancer le dossier. Au mois de septembre 2014, un mystérieux individu se présente au commissariat. Il prend les devants, car il a peur que son nom apparaisse dans l'affaire. Et si cet homme vient voir les policiers ce jour-là, ça n'est pas du tout par hasard. C'est qu'il a vu dans le journal local, La Dépêche du Midi, la photo de Laurent Baca. Il a vu les appels à témoins. Et cet homme connaît très bien Laurent Baca, il connaît surtout Edith Scaravetti. Il se présente en disant « j'ai des choses à dire ». Jean Coadon, journaliste à La Dépêche du Midi. Je suis, entre guillemets, l'amant d'Edith Scaravetti. Edith trompait son conjoint. Pour les enquêteurs, l'information est de taille. L'adultère pourrait constituer un mobile dans la disparition de Laurent.
L'homme en question s'appelle Jean-Marie. Il est animateur au centre aéré où vont les enfants d'Édith. Ils vont se croiser dans un jardin en présence des enfants. Ils vont même s'embrasser. On va s'apercevoir assez rapidement qu'il y a eu 700 textos échangés entre les deux. Donc ça veut dire que c'est une relation plutôt sérieuse. Ce que Édith Scaravetti raconte à cet homme, c'est qu'elle est, elle en a assez, qu'elle est plus amoureuse, qu'elle est même malheureuse et qu'elle a envie d'autre chose. L'amant raconte au policier que le couple battait de l'aile et il apporte un certain nombre de détails qu'il tiendrait d'Édith elle-même. Elle trouve que Laurent n'est pas le père qu'il devrait peut-être être. Elle trouve qu'il n'est pas très efficace à la maison. Comme il s'occupait pas des enfants, c'est ma soeur qui les a amenés, qui les ramenait. Jocelyn Scaravetti, frère d'Édith Scaravetti. C'est elle qui gérait tout. Ma soeur, c'est elle qui faisait le ménage, c'est cuisinier, tout ça. En poursuivant leurs investigations, les policiers récoltent des informations de plus en plus intéressantes. Laurent Baca boit beaucoup trop. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Certains amis ne fréquentent plus ce couple parce que effectivement, à chaque soirée, il boit un peu trop et ça se termine mal. Et donc, finalement, on sent dans ce couple une certaine lassitude, un certain énervement de la part d'Édith Scaravetti. Suite à ces révélations, ils reprennent le dossier et réinterrogent les proches. Ils vont alors recueillir un témoignage capital de la part de Jennifer. 2 semaines avant de disparaître, Laurent avait découvert les infidélités de sa femme. On a appris que Édith avait quelqu'un dans sa vie, quelqu'un d'autre que mon frère. Jennifer Baca, sœur de Laurent Baca. Car mon frère est tombé sur un SMS sur le portable de Édith. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il devrait faire. Je lui ai dit d'appeler cette personne. Et on a appris que donc c'était un animateur de l'école des enfants. Donc notre fils a rappelé ce numéro quand même en lui disant que... Martine Baca, mère de Laurent Baca. Ça lui plaisait pas, tout ça, et que à la rentrée scolaire, il prendrait rendez-vous avec le rectorat ou je sais pas quoi pour lui briser la carrière. Enfin. Des menaces explicites de Laurent à l'encontre de l'amant d'Édith, menaces confirmées par Jennifer. Elle affirme même que Laurent voulait s'en prendre à lui physiquement. Les policiers commencent à envisager une disparition criminelle. Et ce que l'on sait avec certitude, c'est que 2 jours après sa disparition, c'est-à-dire le 8 août, Laurent Baca avait fixé un rendez-vous avec Néné, son dealer, histoire de mettre un fameux coup de pression à, entre guillemets, l'amant de sa femme. Autrement dit, de le menacer et de lui dire « Écoute, t'approches plus de ma femme ou t'auras des problèmes ». Les policiers formulent alors une autre hypothèse. L'amant, qui se serait senti menacé, n'aurait-il pas fait disparaître Laurent ? On connaît dans beaucoup d'affaires criminelles le triptyque, le mari, la femme et l'amant. À ce moment-là, l'amant fait d'une certaine manière figure de suspect numéro 1. L'homme est convoqué et interrogé. Animateur de centre aéré, pompier volontaire, il dément toute implication dans la disparition de Laurent Baca. Et pour sa défense, il affirme avoir un alibi. Dans la nuit du 5 au 6 août, quand Laurent Baca disparaît, il est de garde. Il est en Ariège. C'est-à-dire à plus d'une centaine de kilomètres de Toulouse. Et ça, on peut le prouver. Son chef de service peut le prouver. Et même son téléphone, j'allais dire, le blanchit parce qu'on peut le géolocaliser dans la nuit. Il n'a rien à voir avec la disparition de Laurent Baca. Pour les enquêteurs, la piste de l'amant s'écroule comme un château de cartes. Il faut repartir de zéro. En réexaminant le dossier, après avoir épuisé toutes les hypothèses, il ne reste qu'une seule piste aux policiers.
Edith. Seulement voilà, ils n'ont que des rumeurs contre elle, celles d'une femme mystérieuse qui cacherait des informations clés, mais aucun élément matériel. Alors pour en trouver, ils abattent leur dernière carte, une perquisition au domicile du couple. Le 20 novembre 2014, 4 mois après la disparition de Laurent, ils sonnent à sa porte. La scène telle qu'elle m'a été racontée, c'est les enquêteurs et les pompiers qui rentrent dans la maison. Et là, il y a un pompier qui dit, il y a un problème, il y a une odeur là. Parce que malheureusement, ils ont l'habitude. Et les policiers, ils commencent à regarder un peu à droite à gauche, et Edith Scaravetti, elle plie son linge. Là, les policiers comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les policiers fouillent les moindres recoins de la maison. Edith, elle, reste impassible. Quand soudain, ils sont intrigués. Ils découvrent de minuscules traces de sang sur le canapé du salon. C'est exactement ce qu'ils cherchaient. Edith, de plus en plus nerveuse, semble prise de panique. Et à un moment donné, Edith Scaravetti va se tourner vers une femme policier qui se trouve là. Et elle aura ces mots: « Je suis un monstre, c'est moi qui l'ai tué. » Les policiers, forcément, ils sont surpris parce qu'ils n'avaient pas imaginé ce qu'ils vont découvrir. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Ils étaient venus chercher des indices, ils obtiennent des aveux spontanés. Il leur reste à découvrir maintenant le corps de Laurent Baca et connaître les détails du meurtre. Mais Edith n'a pas fini de les surprendre. Elle va se mettre à pleurer et c'est là qu'elle va avouer que Laurent Baca, il est dans le grenier, sous du béton. Ils vont monter à l'étage. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Dans la chambre des enfants, il y a une petite trappe qui monte au grenier. Ils vont donc emprunter une sorte d'échelle de meunier. Ils vont ouvrir une trappe. Et là, ce qu'ils voient, c'est monstrueux, c'est indicible. Dans les combles du pavillon, les policiers distinguent des sacs plastiques noirs enserrés dans du ciment, une sorte de sarcophage de béton. La première chose que les policiers vont découvrir, c'est des asticots morts. Et puis, en observant d'un peu plus près, ils vont s'apercevoir qu'il y a, au bout de cette masse, il y a des cheveux bruns. Et on se rend compte à ce moment-là qu'Edith Scaravetti a emmuré son compagnon et que le corps devait être là depuis des mois. La scène de crime est saisissante car le cadavre n'est pas entièrement recouvert de béton. Les policiers s'approchent et examinent le corps. Ils découvrent une plaie béante au niveau de la tempe droite. La victime a reçu une balle en pleine tête. Cela ne fait plus aucun doute. Laurent Baca a été assassiné. Reste à savoir dans quelles conditions. Les enquêteurs prennent alors la route du commissariat, accompagnés d'Edith Scaravetti. Ils pensent que désormais tout va aller très vite, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Première tâche pour les policiers, prévenir la famille Baca de cette macabre découverte. L'horreur, c'est l'horreur. Martine Baca, mère de Laurent Baca. Vous savez, moi, ce qui me taraude comme question toutes les nuits, est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il s'est vu mourir? Est-ce qu'il nous a appelés au secours? À qui il a pensé avant de fermer les yeux? Moi, au commissariat central, on m'a dit que ça avait été immédiat, son décès. J'espère pour lui. Franchement, j'espère pour lui. Parce que s'il s'est vu mourir... On m'a expliqué la façon dont il a été retrouvé. C'est un arrachement. Sandrine Confet, amie d'enfance de Laurent Baca. Parce qu'il méritait pas déjà de mourir. Et je veux dire, la façon dont ça a été fait, pour moi, c'est bestial. Il faut avoir une haine énorme pour faire ça.
Pour les Baca, l'annonce de ce crime barbare est terrible, d'autant qu'il a été commis par celle qui avait été adoptée par le clan. C'est une trahison, oui. Vous accueillez une fille pendant 10 ans. Mes parents l'ont accueillie comme une fille, mes frères et moi comme une sœur. Et elle vous plante un poignard dans le dos. C'est même pas un coup de poignard, ça a été un pieu qu'on m'a planté dans le dos ou dans le cœur. Voilà. Quelqu'un que j'aimais, que j'appréciais, à qui j'aurais donné le bon Dieu sans confession. J'aurais mis mes 2 mains à couper si on m'avait dit elle l'a tué. J'aurais dit non, c'est pas possible. Là, pendant 3 mois et demi, continuez à venir chez mes parents, nous faire la bise, manger avec nous, nous regarder droit dans les yeux. Et les 3 enfants, leur dire, vous inquiétez pas, il va revenir, il a pas pu vous abandonner. C'est ignoble. Alors que la famille est ravagée par la douleur, la nouvelle gagne toute la région. Les médias s'emparent de l'affaire. À Toulouse, une femme a reconnu avoir tué puis emmuré son compagnon. Les faits remontent au début du mois d'août. Laurent Baca, âgé de 37 ans, avait subitement disparu. Les enquêteurs se sont rendus hier à son domicile. Ils ont finalement découvert le corps de la victime noyé dans une chape de ciment au grenier. L'émotion est générale. Au commissariat, les enquêteurs pensent en avoir terminé. Ils ont les aveux de la meurtrière et le corps du disparu. Pourtant, dès le début de l'instruction, tout se complique. Car en garde à vue, Edith fait une révélation glaçante aux enquêteurs. Avant de raconter comment elle a tué Laurent, elle affirme que dans ce drame, elle est aussi une victime, poussée à bout par un compagnon violent. Elle va... Laurent Boguet, avocat d'Edith Scaravetti. Dans un torrent de sanglots, livrer effectivement le fait qu'elle a été battue, elle a été humiliée pendant de nombreuses années. Et ces violences, elles vont au-delà. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Elle raconte que dans leur relation intime, non seulement Laurent Baca était extrêmement exigeant, mais qui pouvait également se montrer extrêmement violent. Et donc, elle évoque des rapports sexuels qui ne sont pas des rapports sexuels consentis, mais forcés, avec des pratiques extrêmement violentes. Edith ne s'arrête pas là. Pour sa défense, elle livre aux policiers un épisode très précis qui se serait déroulé 3 mois avant le drame. Un épisode accablant pour Laurent. Elle va dire, écoutez. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Je sais qu'un jour, dans une furie, il a tiré sur moi alors que je me trouvais allongé sur le lit. Et forcément, la juge d'instruction va demander aux enquêteurs de la sûreté départementale de vérifier. Et en effet, on va trouver une balle dans le matelas du couple. On peut dire que cette balle a été indiscutablement tirée par la carabine 22 long rifle qui était présente au domicile. Pour les policiers, cet élément matériel donne du crédit à la version d'Edith, et le dossier semble basculer en sa faveur, car elle livre bien d'autres exemples du calvaire qu'elle aurait subi. Nous savons également que ce garçon était extrêmement jaloux et possessif et qu'il était allé jusqu'à commettre un acte qui est ô combien symbolique au niveau, je dirais, des tortures imposées à sa compagne, c'est qu'il l'avait marqué avec une lame chauffée à blanc en inscrivant ses initiales à la fois sur sa poitrine et sur une de ses fesses. Et effectivement, son corps porte la trace des initiales de son conjoint. On vous marque comme des esclaves pouvaient être marqués il y a quelques siècles. Une balle dans le lit, des cicatrices sur son corps, les enquêteurs accumulent les éléments favorables à Edith. Ils recueillent même des témoignages qui confirment ses dires. Comme celui de Véronique,
une collègue de travail, qui se souvient encore du cauchemar que vivait son amie. Elle pleurait. Véronique Basset, amie d'Edith Scaravetti. Des hématomes, mal en point, fatiguée. Des fois, elle tenait pas debout le matin au travail parce qu'elle avait pas dormi de la nuit. Il se baladait dans la voiture, il prenait le fusil. Il venait l'attendre, une fois il est venu l'attendre à son travail avec le fusil. Je savais que ça allait finir mal. Je l'avais dit à Edith, je lui ai dit, Edith, il faut que tu partes parce qu'un jour, il te tuera. Plus l'audition de Véronique avance, plus les policiers doivent se rendre à l'évidence. Les violences de Laurent commencent à peser lourd dans le dossier. Edith n'en pouvait plus. Elle voulait se séparer. Et lui, il a dit, de toute façon, je te laisserai jamais partir, toi et les enfants, je te retrouverai. Je te retrouverai. Moi, je lui ai déjà proposé, j'ai dit, si tu veux le faire partir, moi, j'appelle la police et il partira. Et elle voulait pas parce que, comme il menaçait toujours de la tuer et de tuer ses enfants, donc elle avait peur. J'étais au milieu, je voulais respecter ça pour elle et ses enfants parce que on sait jamais son comportement à lui, ce qu'il aurait pu leur faire. Edith déclare aux enquêteurs qu'elle est tellement traumatisée par les violences de son compagnon que 4 mois après sa disparition, elle continue d'en faire des cauchemars. Lorsqu'elle va être arrêtée, elle va dire au présent, j'ai peur qu'il revienne. Une phrase complètement hallucinante, puisque Edith Scaravetti sait très bien que Laurent Baca, son conjoint, est mort. Elle vous explique qu'elle le voit régulièrement venir lui rendre visite pour la menacer. Laurent Boguet, avocat d'Edith Scaravetti. Alors, ça n'a aucune réalité tangible, mais ça signe parfaitement la relation d'emprise qui pouvait avoir été tissée entre les deux protagonistes. À la suite de ces premières investigations, les enquêteurs sont obligés de reconsidérer le rôle de chacun. Edith peut apparaître comme une victime et Laurent comme un bourreau. Mais pour en être certain, les enquêteurs doivent comprendre précisément ce qu'il s'est passé la nuit du meurtre. Ils cherchent à savoir si Edith était ou non en état de légitime défense pour se protéger de nouvelles violences. Et d'une certaine manière, si ce qui est arrivé, c'est à la suite d'une tragique dispute conjugale. Et elle va nous dire que c'était en quelque sorte un accident. Elle raconte un Laurent Baca qui est ivre, une nouvelle fois ivre, et qui la réveille au milieu de la nuit à 3 heures du matin, dans un état d'excitation absolue. Il va immédiatement vociférer, joignant le geste à la parole, la jeter au pied du lit, la corriger un peu, l'humilier en indiquant qu'elle ne vaut rien. Il la prend par les cheveux, il la tire par les cheveux, il la fait sortir du lit par les cheveux, il la traîne, il la fait descendre l'escalier. Edith décrit alors aux enquêteurs une nouvelle scène de violence conjugale. Sauf que là, tout aurait basculé. Laurent se serait saisi de la carabine avec laquelle il avait déjà menacé sa compagne et il aurait retourné l'arme contre lui. Et il va la poser lui-même sur la tempe droite en disant « Et maintenant, pauvre fille, sombre conne, est-ce que tu es seulement capable d'avoir un geste de courage? Est-ce que tu es capable d'appuyer sur la détente ?» Et là, il y a une empoignade et le coup va partir. Laurent Baca est touché à la tempe droite. Il s'effondre alors sur le canapé où il se trouve. Pour les enquêteurs, cette version constitue un vrai rebondissement. Laurent aurait provoqué sa compagne. Mais ils se demandent pourquoi Edith a appuyé sur la détente. Sa réponse désarçonne les policiers. Elle pensait que l'arme n'était pas chargée. Et pourquoi dit-elle ça? Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est parce que, avoue-t-elle devant les enquêteurs,
Laurent Baca l'a déjà menacée avec cette arme. Et comme elle ne voulait pas à nouveau connaître cette situation, elle avait pris le soin d'enlever les munitions. Et donc, elle pensait que d'une certaine manière, quand son conjoint la menaçait, c'était du bluff. Je pense qu'elle serait pas battue, il n'y aurait pas eu d'accident. Hein. Jocelyn Scaravetti, frère d'Edith Scaravetti. Je pense que je vois pas ma sœur prendre un fusil, péter un câble comme ça, aller tirer. Ouais, tiens Laurent, je te tire dessus quoi. Elle a 3 enfants en plus. Je vais dire, elle est pas tarée quoi. Hein. Autrement dit, Edith Scaravetti affirme aux enquêteurs qu'elle ne voulait pas tuer Laurent, qu'il s'agit d'un tragique accident. Avec cette version, entre les violences, les menaces, les tortures et le meurtre qu'elle ne souhaitait pas, Edith pourrait être condamnée à moins de 10 ans de prison. Mais les enquêteurs ne s'arrêtent pas là, car un élément les intrigue. Si c'était un accident, pourquoi n'a-t-elle pas prévenu la police après le drame ? Elle prend la décision de masquer son crime en déplaçant le cadavre de Laurent Baca dans le grenier, tout en haut du pavillon rose. Comment ensuite elle a eu l'idée de le couler sous du béton? Elle affirme à la juge d'instruction que, en fait, un jour, Laurent Baca lui a dit « Un jour, je vais te couler sous du béton ». Au cours d'une dispute antérieure, il avait décidé effectivement de la plaquer en lui mettant du ciment et en disant « Un jour, tu finiras ici. C'est ici que je t'emmurerai ». Et donc, elle lui réserve cette sépulture-là. Edith se présente comme la victime et le scénario qu'elle sert aux enquêteurs paraît plausible. Mais il décide de vérifier tout ce qu'elle a affirmé pour tenter de se disculper, à commencer par ces histoires de violence conjugale. Ils réentendent les proches du couple. Pour nous, c'est l'aberration totale. Jennifer Baca, sœur de Laurent Baca. Violent, non. C'est pas possible. Je connais quand même mon frère. Qu'il se soit disputé de temps en temps, je peux le concevoir, comme dans tous les ménages. Martine Baca, mère de Laurent Baca. Mais le décrire comme elle décrit Laurent, comme un monstre sanguinaire, ou je sais pas, non, certainement pas. Laurent n'était pas cela du tout. Qu'il soit décédé, c'est une chose, qu'elle en arrive à salir sa mémoire, c'en est une autre. Et là, je suis pas d'accord du tout. Et ce n'est pas fini. Les enquêteurs recueillent d'autres témoignages qui fragilisent les affirmations d'Edith. Ils remettent en cause la version de la femme battue. On a fait plusieurs fois les magasins où on s'est échangé dans les cabines d'essayage. On a été à la piscine. On est partis 10 jours à New York ensemble. Pas une seule fois je n'ai vu quoi que ce soit. Le moindre bleu, l'hématome, enfin, je suis pas encore aveugle pour autant que je sache. On n'a même pas de soins médicaux avérés. Pierre Lebonjour, avocat de la famille de Laurent Baca. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui serait violent d'une telle extrémité qu'à un moment donné, on est obligé, pour s'en protéger, de lui tirer une balle dans la tête. Hein. Donc, on peut s'attendre à ce que on ait des traces de passage urgence, justifiées par tout et n'importe quoi, les accidents de la vie courante, mais on n'a même pas ça. En 10 ans, elle n'a pas eu une main courante, ni un certificat médical. Alors les policiers se posent la question. Que faut-il penser de ces histoires de violence conjugale ? Ils en viennent aussi à s'interroger sur un autre épisode mis en avant par Edith, l'ancienne dispute au cours de laquelle Laurent lui aurait tiré dessus à la carabine. Oui, il y a une balle qui a été retrouvée dans le matelas. Malheureusement, on ne peut pas me définir quand est-ce qu'elle a été tirée. Et si c'était Edith Scaravetti elle-même qui avait utilisé le fusil pour se constituer une sorte de mise en scène, une sorte de scénario prouvant a posteriori, après la disparition, qu'elle était une femme battue.
Les policiers font de multiples expertises, mais ils n'arrivent pas à savoir par qui et quand cette balle a été tirée. Le dossier se complique car, à chaque fois, les enquêteurs butent sur le manque de preuves, confirmant le récit d'Edith. Alors, ils s'attaquent au dernier élément capital de sa version, les initiales que Laurent aurait gravées sur le corps de sa compagne. Mais là encore, il y a un problème. L'expert va dire ça n'a pas pu être fait avec un outil chauffé à blanc, ça c'est sûr. 2, l'expert va dire que selon lui, on ne voit pas les initiales LB. Pour moi, il y a un problème parce que 2 jours après que mon frère soit décédé, donc elle les fait disparaître, elle s'est changée devant moi, elle a enlevé son soutien-gorge et il n'y avait rien du tout. Pour moi, je pense que si ces initiales ont été faites, oui, mais par elle-même. En 3 mois et demi, vous avez carrément le temps de vous faire votre histoire et de vous l'amener là où vous voulez qu'elle arrive. Je suis victime et là, je nourris. Je nourris en faisant témoigner des amis, je nourris avec la balle dans le matelas et je vais venir dire que Laurent Baca, ce pervers ignoble, est venu me faire des scarifications avec un couteau chauffé à blanc sur les fesses et la poitrine. Elle va tenter ça aussi. Les policiers sont dans l'incertitude. L'instruction dure depuis 1 an, et plus ils avancent, moins les choses sont claires. Même les circonstances du drame sont maintenant remises en cause par de nouveaux témoignages. Autre problème, il y a un coup de feu. Dans la nuit, dans ce pavillon rose, il y a 3 enfants et personne n'a absolument rien entendu. En tout cas, les 3 enfants n'ont rien entendu, ni le coup de feu, ni éventuellement une dispute qui aurait dû faire du bruit. L'aîné de notre fils et de mademoiselle Scaravetti a eu entendu d'autres disputes de temps en temps et elle les entendait. Et là, cette nuit-là, elle n'a absolument rien entendu d'après ses dires. Est-ce que c'est impossible ? Rien n'est impossible. Est-ce que c'est crédible ? Non, c'est pas crédible du tout. Les 3 enfants du couple sont formels. Ils n'ont rien entendu. Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. L'aînée, une petite fille de 10 ans, affirme même que le lendemain du drame, elle aurait embrassé son père endormi sur le canapé sans rien remarquer d'anormal. Quand ma nièce lui fait un bisou à son père ce matin-là, je pense qu'elle aurait dû voir quelque chose car une balle dans la tête, il me semble qu'il y a quand même assez de sang autour. S'il était décédé, depuis 3 heures du matin, elle aurait bien dû voir qu'il ne respirait pas et qu'il était froid. Alors, on va nous dire, oui, mais ils sont jeunes, ils ont pu se tromper. Pierre Lebonjour, avocat de la famille de Laurent Baca. Peut-être que c'était la veille qu'ils avaient embrassé leur père. Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Mais enfin, voilà. De nouveaux témoignages qui orientent les enquêteurs vers un autre scénario du drame. Laurent n'aurait pas été tué au cours d'une dispute nocturne, mais de sang-froid, dans son sommeil, le lendemain. Encore une fois, la version d'Edith est fragilisée. Elle a très bien pu, oui, à 7h30 au matin, partir amener les enfants et rentrer. Laurent Baca, parce qu'il est encore tôt, continue de dormir sur le canapé. Et il prend une balle dans la tête. Elle parle d'un accident. Jennifer Baca, sœur de Laurent Baca. Pour elle, c'est un accident. Pour moi, c'est de la préméditation. Du moment où on tue quelqu'un d'une balle dans la tête et qu'on le coule dans du béton, oui, ça relève du machiavélique. Alors, accident ou meurtre programmé ? Après 3 années d'enquête, les policiers doivent conclure. Et il leur manque un élément de taille pour prendre leur décision, le mobile. Ils reprennent le dossier et creusent en particulier 2 pistes. Les enfants d'Edith ainsi que son amant.
Elle comptait refaire sa vie avec la personne qu'elle avait rencontrée précédemment et... Martine Baca, mère de Laurent Baca. Et voilà. Et elle voulait passer plus vite à autre chose, sans avoir de compte à rendre à quiconque. Peut-être qu'elle avait peur aussi de se dire, demain je quitte Laurent. Sandrine Confet, amie d'enfance de Laurent Baca. Il va demander à récupérer la garde alternée avec les enfants. Parce que Laurent, par contre, je sais qu'il aurait pas lâché le morceau. Si demain elle le quittait, Laurent, je suis sûre qu'il se serait pas contenté d'avoir un week-end sur 2 ses enfants. Il aurait demandé une garde alternée comme c'est de courant au jour d'aujourd'hui. Je pense que non, ce qu'elle voulait, c'était tout. Des éléments qui parviennent à convaincre la juge d'instruction. Pour elle, c'est sûr, Edith a décidé de tuer Laurent. Elle est donc renvoyée aux assises pour homicide volontaire. En revanche, ce qui est moins clair, ce sont les circonstances du drame, les violences, l'heure du crime, et même pour la défense, le coup de feu fatal. Ce dossier est passionnant parce que il peut vraiment se lire des deux côtés. Vous avez une thèse. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Qui dit que Edith Scaravetti est une femme battue, qu'elle a pu avoir une dispute et que ça a pu se terminer, j'allais dire, en accident dramatique. Et ça, c'est possible. Il y a un certain nombre de preuves qui peuvent accréditer cette thèse. Et puis, si on écoute la famille de Laurent Baca... Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. On peut aussi se dire que on est peut-être face à une femme machiavélique qui s'organise pour essayer finalement de se trouver des circonstances atténuantes. Il y a 2 versions aux jurés de trouver la vérité. Le 23 mars 2018, la cour d'assises de Toulouse condamne Edith Scaravetti à 3 ans de prison pour homicide involontaire. C'est la thèse de la femme battue qui a été retenue par les jurés. Mais le parquet fera appel de cette décision. Ayant déjà fait 3 ans de préventive à la prison pour femmes de Seyss, Edith Scaravetti est libérée immédiatement. Lors du procès en appel qui se tient en mai 2019 à Montauban, la peine est alourdie. Edith Scaravetti est cette fois-ci condamnée à 10 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. Elle retourne aussitôt en prison. Un verdict qui n'a pas complètement apaisé la peine des proches de Laurent Baca. Après, on met des enfants au monde. On se doit de les protéger jusqu'au bout. Même s'ils grandissent, ils ont leur vie. Mais je m'en voudrais toujours. J'aurais toujours cette culpabilité de me dire que j'ai pas su le protéger jusqu'au bout. Même si j'y suis pour rien. On ne tient pas en survie. On continue pour les enfants, moi pour mes parents, mes frères, et puis pour sa mémoire. Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.